salue tous ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureuse de pouvoir être à vos côtés. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester tout au long de ces échanges qui vont être nourris, j'en suis certaine. Et donc, à mes côtés, Franck Foulon, qui est conseiller départemental de Boussac et qui est donc président de la commission d'appel d'offres, donc me suppléera et je ne m'inquiète pas sur tous ces sujets qu'il maîtrise et connaît évidemment autour des équipes du bureau des marchés, service juridique du conseil départemental de la Creuse. Donc voilà, vous dire que nous sommes donc réunis dans des circonstances et un contexte que nous partageons tous, avec beaucoup de craintes, de difficultés parfois, mais nous savons et nous devons tous rebondir dans ce contexte-là. Et je crois que dans notre département comme ailleurs, mais dans notre département aussi, nous avons su le faire. Et en tout cas, la collectivité s'était préparée pour nous déjà depuis quelques mois, ou ne pas dire quelques années, sur ces formats des usages du numérique. On en parlait beaucoup. J'aime à le dire, ce n'est pas une fin en soi que de déployer 7500 km de fibres dans le département. Ce qui nous intéresse, c'est ce à quoi nous allons pouvoir accéder demain. Et en tout cas, quelles nouvelles méthodes de travail, peut-être de rencontres, de façons d'opérer qui seront là aussi, et peut-être pour le département de la Creuse, dans un cadre nouveau pour nous, qui est celui du 21e siècle résolument. Voilà, donc vous le savez, on vous l'avait dit lors de la première rencontre, même si depuis la loi NOTRe, le conseil départemental n'a plus de compétences en matière de développement économique, pour autant, bien évidemment, que nous sommes là présents d'abord en tant que donneurs d'ordre, et heureusement d'ailleurs, et plus cela est important, plus on fait d'investissements, mieux c'est pour le territoire et les entreprises qui travaillent au service de la collectivité. Et puis nous avons aussi ce rôle d'être un aménageur local. Donc, nous sommes là en accompagnement d'un certain nombre d'autres collectivités, des communes, des communautés de communes, des syndicats. Je pense toutes ces questions d'eau, d'assainissement, j'ai parlé du numérique et d'autres sujets. La question du bâtiment aussi qui nous intéresse nous, mais on a signé l'an dernier des contrats avec les intercommunalités, on en a signé cette année aussi avec les communes. Donc là aussi, on est sur un format booster pour booster un peu les projets, aux côtés de la DETR en particulier ou des fonds de la région. En tout cas, l'idée, c'est de vraiment pousser, c'est ce qu'on voulait faire déjà depuis 2 ans, mais d'autant plus en cette année, pousser vraiment les projets des territoires pour qu'ils investissent eux aussi et vous permettent de continuer à travailler et à salarier vos collaborateurs, bien évidemment. Donc, tout ça, c'est une belle équipe. Donc voilà, cette rencontre ce soir, qui est finalement la 3e d'une série qui vous a été proposée, elle est là aussi pour que nous échangions autour de cette dimension de levier économique par la commande publique, mais dans un contexte local et à un niveau local. C'est ce qui nous intéresse, vous et nous, bien évidemment. Nous sommes dans le cadre des marchés publics, voilà, des obligations réglementaires auxquelles nous devons nous soumettre, et vous, évidemment, dans le même cadre, les respecter. Et nous savons depuis ces grandes notions de dématérialisation d'accès aux services, mais dématérialisation des marchés, que cela n'était pas sans poser un certain nombre de questionnements, en particulier pour le tissu des PME ou TPE dans le département, avec cette crainte que nous avions partagée avec les consulaires ou avec vos organisations, vos fédérations, crainte de voir peut-être des plus petites entreprises d'entre vous se sentir exclues et de se dire ah ben, c'est pas pour nous, on n'y aura jamais, etc., etc. Et donc c'est aussi ce sujet-là qui nous importe, c'est de nous mettre en proximité de toutes les entreprises du département afin que celles-ci puissent aussi répondre à la commande publique qui est la nôtre ou celle des autres collectivités. Donc voilà, adapter, c'est un enjeu, un défi aussi, mais je crois qu'il a été rempli. C'était aussi un défi pour la collectivité départementale de changer aussi ses pratiques ou de trouver un nouveau cadre pour ces pratiques et pour aller au mieux vers vous. Donc voilà, cette 3e rencontre ce soir, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Et puis bien, j'espère que c'est bien une réunion d'échange. Nous sommes là pour partager avec vous des informations, mais bien évidemment, nous attendons de vous, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, de nous apporter aussi des pistes nouvelles, peut-être de travail, sur lesquelles nous pourrions rendre
le système collaboratif plus perfectible. Voilà, merci. Merci Madame la Présidente de ce propos introductif qui est effectivement nécessaire afin de poursuivre nos travaux. Simplement, moi, je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous amener quelques éléments chiffrés pour concrétiser en quelque sorte ce que vient de dire la Présidente et sur cette pseudo-appréhension des petites entreprises dans le fait de dire oh ben non, c'est pas pour nous de travailler pour le conseil départemental. Et donc vous allez voir au travers des quelques chiffres que je vais vous donner que non, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, tout le monde peut effectivement répondre aux appels d'offres lancés par le conseil départemental. Donc très succinctement, il faut des chiffres extrêmement précis. Donc en gros, 250 achats en Creuse pour une valeur supérieure à 3 000 €. Et donc, dans tous ces achats, il y a surtout 80% des marchés qui sont d'une valeur inférieure à 40 000 €. Donc, évidemment, ce sont des moyennes, mais ça dénote également la portée du chiffre. Je dis bien inférieur à 40 000 €. D'accord ? Donc, et évidemment, dans tous ces marchés, plus des 2/3 sont des marchés inférieurs à 10 000 €. Donc, tout ça, c'est, à travers de ces 3 chiffres, c'est pour montrer que, oui, comme l'a dit la Présidente, les PME, mais également les TPE. Je crois que c'est ça aussi. Quand on dit TPE, ça peut être un artisan, je veux dire, avec deux salariés qui peut répondre sur un ouvrage dans un collège, changer une porte, changer quelques éléments comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, je crois que ça, c'est important. Je l'ai déjà dit dans les 2 premières conférences, et donc je le redis vraiment avec insistance aujourd'hui. Alors, au travers de ces 250 commandes publiques, il faut savoir qu'il y a 3 répartitions. Il y a les travaux, les fournitures et les services. Les travaux, c'est 40%, les fournitures, c'est 30%, et les services, c'est 30%. Pourquoi je dispatche en 3 parties? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas raisonner que sur des moyennes. Et si vous voulez, quand on fait le marché en travaux en particulier, sur la rénovation d'une partie de nos routes pour des montants qui sont à 7 chiffres, ça n'a strictement rien à voir avec un marché de fourniture ou un marché de service, encore moins, qui est en dessous de 10 000 €. Donc ça, c'est un petit peu pour replacer dans le contexte, je veux dire, les différents segments de marché et en fin de compte, la diversité des entreprises qui y répondde. Parce que, je ne cite personne, je vais faire une publicité pour personne, c'est évident que dans le domaine des travaux publics, évidemment, on a des gros opérateurs, et il nous faut des gros opérateurs qui sont aujourd'hui en Creuse et également ceux de Limousin pour y répondre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et évidemment, dans ce que nous attribuons au travers de la CAO, sous l'égide du bureau des marchés qui est ici à nos côtés, côté de la Présidente, c'est qu'en gros, 50% des marchés qui sont attribués, je veux dire, dans des entreprises de ce qu'on appelle l'ex-région Limousin pour les 3/4. Donc voilà. Donc vous voyez que, évidemment, nous sommes vigilants à ce que, d'une part, et c'est la raison pour laquelle nous organisons ces rencontres, il y ait des entreprises creusoises puissent répondre, mais également, ça nous permet à nous, dans le travail d'attribution de ces marchés, de pouvoir le faire aussi en respectant la loi. Car on a toujours l'impression qu'on fait un peu ce qu'on veut quand on est donneur d'ordre et qu'on attribue des marchés. La Présidente l'a dit, marché public, c'est une réglementation. Je parle sous le couvert d'Aline Paquinon et de ses services, c'est des règles. Et c'est vrai qu'on doit se plier aux règles, et aux règles qui sont des règles de marché public, qui sont les mêmes pour tout le monde, et auxquelles, évidemment, nous ne pouvons pas surseoir pour attribuer, je veux dire, des marchés, car nous serions dans l'illégalité. Et d'ailleurs, si tant est que nous y aventurions, nous serions rattrapés par, je veux dire, les entreprises qui, et c'est normal, nous demandent des explications, pourquoi vous l'avez attribué, sous quels critères. Donc, c'est important, et ce que je veux dire, c'est que c'est justement l'importance du bureau des marchés de pouvoir travailler en amont sur la rédaction, je veux dire, de ce qu'on appelle dans le jargon le CCPT, de manière à ce que, effectivement, tout soit clair, que vous puissiez répondre à des marchés en toute connaissance de cause et surtout sur la finalité de ces marchés. Voilà, au travers de ces quelques chiffres, ce que je voulais ajouter au discours de la Présidente. Et donc, dès à présent, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais passer la parole à Aline Paquinon pour la suite. Merci.
Merci, Monsieur Foulon. Merci, Madame la Présidente, pour votre confiance renouvelée dans l'organisation de ces rencontres. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aline Bacquignon, la chef de service marché public et affaires juridiques au département. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième rencontre chef d'entreprise discutons marché public. Effectivement, le contexte sanitaire particulier que nous traversons nous a conduit à organiser cette rencontre en format dématérialisé, derrière nos écrans. Nous pourrons tout de même échanger via le chat. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation. Sachez que ces questions, cette présentation sera ponctuée par 2 temps d'échange. Isabelle Depège et Vanessa Larère, mes collègues du bureau des marchés, vont répondre à vos questions. Elles nous les liront et nous essaierons au mieux d'y répondre. Sachez également que l'intégralité de cette rencontre est enregistrée et sera retrouvée en ligne sur le site creuse.fr. C'est une première pour le département. Je compte donc bien évidemment sur votre bienveillance face aux aléas du direct. Sans plus attendre, maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Guillamé, qui va vous présenter le mécanisme de la cotraitance. Son intervention sera suivie des témoignages de Messieurs Lorgeron et Nodon, qui nous feront part de leur expérience en la matière. Et la parole est à vous, Cyril. Ok, merci à vous. Donc, à mon tour de me présenter, donc Cyril Guillamé, je suis ingénieur bâtiment et juriste en marché public, je suis ancien fonctionnaire. J'étais directeur des services techniques et puis directeur général adjoint au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Alors désolé pour le nom provincial, le nom local de la journée, mais je suis palois. Bon, ça fait partie de mes défauts, mais je suis un ancien du département. Donc, en tant que haut fonctionnaire, j'ai été donc pendant 9 ans en charge de la partie technique, puis après en tant que directeur général adjoint de la commande publique également au département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, j'ai eu à pratiquer ça techniquement et juridiquement. Après, j'ai quitté la haute fonction publique au bout de 9 ans. J'ai fait ça, j'ai osé faire ça. Je suis parti dans le privé. J'ai été dirigeant de bureau d'études bâtiment. Donc, je suis resté dans mes amours bâtiment, donc plutôt structure sur l'Aquitaine. Donc, je suis expert en dématérialisation des marchés publics. Je suis également expert auprès des tribunaux sur le mémoire technique. Et pour la petite histoire, je suis ancien élu puisque j'ai été conseiller départemental et maire et conseiller régional également. Donc, j'ai des anciens peut-être collègues ou anciens dans la salle ou pas. Donc, bon, on va dire que je ne suis pas trop mal placé pour vous parler de ça, des marchés publics. On va déjà essayer, du coup, de faire simple pour les entreprises, puisqu'on parlait de TPE, PME. Quand on parle de groupement momentané d'entreprises, surtout chez les TPE, PME, ce n'est pas un terme qui est vraiment très utilisé. On va plutôt parler de co-traitance. Groupement momentané d'entreprises qui sont momentanés, justement, pour répondre à un marché ou plus long, plus durable pour répondre à une concession ou autre. On va plutôt parler de co-traitance. Ça, c'est un terme que j'entends un petit peu plus. Et je vais assez vite faire le parallèle entre la co-traitance et la sous-traitance. Pourquoi? Même si aujourd'hui, ce n'est pas la journée consacrée évidemment à la sous-traitance, c'est consacré à la co-traitance. Pour faire les distinguos donc, entre la co-traitance et la sous-traitance, car la sous-traitance, elles connaissent un petit peu. La sous-traitance, c'est une réaction pyramidale. C'est-à-dire que le sous-traitant a un titulaire, une entreprise qui répond à un marché, et elle répond en déclarant dès le départ, ou à la signature du marché, ou en cours de marché, les sous-traitants, ou le sous-traitant. Mais c'est vrai que c'est le titulaire du marché qui a le contact avec le maître d'ouvrage, qui a le contact avec le maître d'œuvre. C'est lui qui gère ses sous-traitants, et les sous-traitants ont peu, voire pas du tout, de contact avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Ils sont sous la tutelle du titulaire. Ils sont sous sa tutelle et donc avec un titulaire qui évidemment marge sur les sous-traitants. Donc, il faut savoir que ce titulaire, il a des responsabilités fortes vis-à-vis des sous-traitants, notamment en termes juridiques, d'assurance et autres. Et parfois, c'est méconnu de la part des titulaires quand ils sous-traitent. Et parfois, quand il arrive des petits soucis, ils se rendent compte que la sous-traitance, c'est pas tout à fait aussi simple et aussi facile que ça pouvait paraître. Mais voilà pour la sous-traitance, ce petit rappel. La co-traitance, c'est lorsque 2 entreprises ou plus répondent ensemble à un marché ou à un lot, plusieurs lots,
pour ensemble être plus forte. Il y a vraiment cette notion, la co-traitance, on y va ensemble. La relation vraiment d'égal à égal, je dirais, elle est horizontale, alors qu'il faut voir la sous-traitance comme une relation, je n'oserais pas dire pyramidale, ça nous rappellerait certaines choses, mais hiérarchique, vraiment verticale. Quand les entreprises répondent ensemble, il y a fatalement, parce que la loi le dit, un représentant de ces entreprises, ce qu'on appelle le mandataire. C'est le mandataire parmi ces deux entreprises, ou ces trois, hein, l'un des deux ou l'une des trois, quatre autres qui sont là. Déjà, c'est le mandataire qui va envoyer l'offre. Alors là, comme le titulaire qui l'envoie vis-à-vis des sous-traitants, mais le mandataire envoie l'offre de base. Après, ce mandataire a d'autres droits, mais il a aussi des devoirs vis-à-vis des autres entreprises, donc des autres co-traitants. Et il est assez conseillé que ces droits et devoirs soient explicités dans une convention qu'il est recommandé de faire afin de bien savoir qui fait quoi. Je vois que cette journée est faite en partenariat avec d'autres organismes que sont par exemple, j'ai noté la FFB, la FNTP, la CAPEB, il pourrait y avoir aussi le CGA. Sachez que si vous êtes adhérent de ces structures-là, cette convention de groupement qui peut vous aider pour bien savoir qui fait quoi, ces organismes-là peuvent vous fournir un modèle, voire vous aider à remplir cette convention-là. Plus de détails sur la co-traitance, allons un petit peu plus loin sur la co-traitance. Vous verrez quand vous répondrez à des marchés publics, puisque là on est dans des marchés publics, on n'est pas dans le monde du marché privé, on est dans le monde du marché public avec le département. Dès la consultation, dans le règlement de consultation, qui est un peu la règle du jeu, la notice, quand on répond à un marché public, on vous demandera de choisir entre trois types de groupements. Groupement où le mandataire n'est pas solidaire, groupement où le mandataire est solidaire et un groupement solidaire d'entrée. Ce sont des choses importantes, ce sont des notions importantes parce que cela peut entraîner derrière, s'il se passe des choses, des événements un petit peu négatifs sur le chantier. Alors je parle beaucoup de chantier, pardon, venant du monde du bâtiment, puis on parle beaucoup de travaux. S'il arrive des choses plutôt durant le marché, si dans le groupement conjoint, le mandataire est non solidaire, s'il y a des problèmes en cours de marché, ça sera à l'entité publique de trouver une solution à ces problèmes-là. Donc, ce mode de groupement est très intéressant, très avantageux pour les entreprises, car elles sont, je dirais, très à l'aise avec ce type-là, car, je dirais, on y va ensemble, mais c'est chacun ses soucis s'il devait en arriver. Les soucis étant pour l'entité publique. Voilà pourquoi, en marché public, l'entité publique étant souvent force de proposition, voire force de décision, elle peut indiquer dans le règlement de consultation sa volonté que le groupement soit conjoint avec un mandataire solidaire. C'est-à-dire, s'il arrive un souci durant le marché à un co-traitant, ça sera au mandataire de gérer les problèmes qui arriveraient, voire de prendre la suite du co-traitant qui est défaillant ou qui n'y arrive pas. Et cela a des impacts juridiques, voire financiers, que cette convention que vous ferez entre vous, que vous ferez peut-être entre vous, que je vous conseillerais de faire, peut analyser dès le départ. Enfin, le troisième mode de groupement, ce qu'on appelle le groupement solidaire. Là, tout le monde est solidaire de tout le monde. C'est-à-dire que s'il arrive un souci, c'est l'ensemble des entreprises, le mandataire y compris, mais aussi les autres co-traitants, qui trouveront une solution à ce problème-là ensemble. Du coup, la responsabilité est un petit peu diluée pour le mandataire, mais du coup, elle est prégnante pour tout le monde, pour tous les co-traitants. Je fais ce point-là car lorsque je fais des formations, lorsque j'ai des interventions de conseil, c'est souvent des questions comme ça qui reviennent sur ces notions de co-traitance et comment on se groupe, comment on répond en co-traitance, en groupement. On m'a demandé d'aborder avec vous des exemples de succès. Alors, pardon, ils ne seront pas creusois, ils seront d'un autre département, mais je ne citerai pas ce département, mais ils auraient pu tout à fait être creusois. Avant de passer sur ces exemples de succès, sur les choses qui peuvent marcher, je rappellerai les documents que vous auriez à remplir, car c'est aussi souvent les questions qu'on me pose, des questions très concrètes après coup. Un co-traitant doit remplir les mêmes documents qu'un titulaire lorsqu'il répond seul à un marché, sauf le DC1. Document de candidature 1 qui est à remplir par le mandataire. Et après, il a les mêmes documents à fournir, le DC2, les moyens humains et matériels, ses références et tout ce qui est certificat, attestation.
alors qu'un sous-traitant aura les mêmes choses à remplir, moins le DC2. Des exemples de succès, puisqu'on m'a dit ça serait intéressant de donner des exemples de succès. Je vais essayer de vous donner des exemples de succès. Enfin, les exemples de succès que je vous ai donnés sont vraiment des exemples de TPE, PME. Car le conseiller départemental, le président de la commission d'appel d'offres, c'est vrai, a parlé des majors, qui sont, les majors à une maîtrise relative, plutôt même. Ces notions-là, c'est encore plus intéressant de parler des TPE, PME et des succès que peuvent connaître les TPE, PME, qui donc maîtrisent moins ces notions administratives, maîtrisent moins ces notions juridiques. Évidemment, certaines maîtrisent, mais si on parle de l'artisan, parce que je forme des artisans ou des artisans d'une entreprise qui est toute seule, enfin une personne qui est toute seule plutôt, artisan dans le bâtiment ou une structure qui fait du conseil, de la formation haute qui est toute seule, peut aussi répondre à un marché public, peut répondre en co-traitance. Je vous prendrai deux cas. J'ai pris donc deux exemples de succès, donc qui ne sont pas dans ce département-là, mais croyez-moi, c'est vraiment des TPE, PME. Des entreprises locales qui répondent ensemble, chacune sur son lot, pour présenter une seule et même offre à un décideur public vis-à-vis d'une major nationale. Ah, je sais qu'après, les témoignages seront peut-être les témoignages d'une major nationale avec une implantation départementale, je crois, mais quelle est la stratégie là, de la co-traitance? Les TPE, PME, les TPE locales, des artisans dans une collectivité, dans une commune, voient passer un marché public assez important. Le cas était construire une maison médicale sur la commune. Et donc, il y avait une dizaine de lots. Pardon pour celles et ceux qui seront en fourniture et services. C'est vrai que les exemples que je vais prendre vont être des exemples dans le monde des travaux, du BTP. Ces exemples pourraient s'appliquer, je pense, au marché de fourniture et services. Donc une maison médicalisée, une maison médicale dans une commune, il y avait 10 lots. Et c'est vrai que un grand groupe national peut répondre aux 10 lots. Là, l'idée de ces entreprises, ça a été il y avait 6 entreprises de la commune qui se sont mises ensemble, qui ont décidé de répondre ensemble en groupement, et avec 4 autres entreprises qui n'étaient pas de la commune, mais qui étaient du département, et chacune de répondre à un lot. Et ce qu'elles ont fait, c'était je voudrais rebondir là-dessus, avant de continuer à vous dire ce qu'elles ont fait, sur les propos c'est peut-être pas la présidente, mais c'était le conseiller départemental, le président de la commission d'appel d'offres, qui disait se faire connaître. En fait, rien n'interdit lorsqu'on répond à un marché public, évidemment, avant de répondre à un marché public, d'aller se faire connaître auprès des élus, d'aller se faire connaître, d'aller à la rencontre des agents publics pour se présenter, dire qui on est. Il y a même peut-être qu'après, Aline, nous en parlerons de l'idée de se faire référencer, si le site de la Creuse le permet, ou d'aller se faire connaître directement auprès des acheteurs, qu'ils soient agents publics ou qu'ils soient élus, car le fait de se faire connaître ou le fait de leur indiquer que sur un marché qui pourrait sortir ou qui va sortir, dont on a entendu parler, pour lequel il y a eu un avis par exemple de pré-information, des entreprises locales voudraient répondre ensemble, et un élu qui recevrait la visite d'une entreprise qui lui dirait « voilà, je compte répondre à un marché public », comme l'a dit le président de la CAO, on ne peut pas avantager telle ou telle entreprise, on ne peut pas avantager une entreprise parce qu'elle est locale, parce qu'elle est du coin. Mais quand vous avez 6 entreprises qui viennent ensemble, avant que le marché ne soit sorti, bien sûr, dans le cadre où on peut encore échanger avec des élus et des agents publics en leur disant « voilà, ce marché, nous avons entendu qu'il y aurait un marché qui sortirait. Nous voulons répondre ensemble. » Si José, l'ancien élu que je suis, pourrait dire non individuellement à 6 entreprises, dire non dans le futur à 6 entreprises qui répondent ensemble sur un marché, à répondre ensemble en groupement, chacune sur son lot, bien évidemment à partir du moment où leur offre technique est de qualité, où leur offre de prix est avantageuse économiquement pour le donneur d'ordre public, eh bien, je pense qu'elle pourra accorder une attention bienveillante à cette réponse. La même attention qu'elles apporteraient à une réponse d'une major, d'entreprises d'autres départements, mais le fait que des entreprises locales répondent ensemble et que sur la commune, 6 entreprises par exemple de la commune répondent ensemble, chacune sur son lot, et fassent une offre globale et quelque chose qui peut porter, qui marche. Je ne dis pas que ça marchera à tous les coups, je ne dis pas que ça marchera fatalement, mais ça marche. Premier exemple, et c'était, croyez-moi, des TPE, des artisans locaux sur une petite commune. Deuxième exemple que je voulais mettre en avant, c'est des entreprises qui répondent ensemble sur un très gros lot ou un
très gros marché. Autre avantage aussi de la co-traitance, souvent les artisans me disent, Cyril, j'aurais voulu répondre à ce marché ou à ce lot, mais il était trop gros pour moi. Il était clairement trop gros pour moi. Je suis un petit menuisier, j'ai 3 personnes ou j'ai 4 personnes. Il aurait fallu aller 15 menuisiers sur le chantier. Bon, je dis 15, ça pourrait être 4 en même temps, ou 8 ou 10, peu importe. Enfin, peu importe. Là, on ne va pas extrapoler. Un menuisier qui a des collègues, parce qu'il est à la FFB, parce qu'il est à la CAPEB, donc il a d'autres collègues, il connaît d'autres menuisiers. 3 menuisiers répondent ensemble sur le même lot. Ça peut être un marché seul de menuiserie ou sur le même lot. Et en additionnant leur taille, leur chiffre d'affaires, leurs salariés, eh bien, peuvent être aussi concurrentiels, compétitifs, compétents qu'une grosse entreprise de menuiserie départementale, régionale, nationale, voire même internationale. Donc, un menuisier seul, petit, ne pourra peut-être pas s'attaquer à, mais en se groupant, cela additionne les compétences, cela additionne les chiffres d'affaires, cela peut même additionner les assurances. Et du coup, le cas que je voulais vous citer, le deuxième cas, c'était 3 menuisiers qui s'étaient mis ensemble pour répondre. Alors, j'ai marqué un très gros lot, oui, c'est vrai que c'était quelque chose d'important pour eux. Et ensemble, en fait, ils ont partagé le gâteau de ce lot-là qu'ils ont eu, qu'ils n'auraient pas eu individuellement. Et ils ont pu se partager le gâteau, je dirais, d'une meilleure façon que s'ils avaient répondu en sous-traitance pour une plus grosse structure. Pour quelles raisons je vais les citer après quand je vais vous dire allons plus loin ou mes anciens collègues ou les anciens confrères qui sont là ne le diront peut-être pas, c'est pas qu'on ne peut pas le dire, mais je dirais que pourrait avoir un meilleur a priori vis-à-vis de la co-traitance par rapport à la sous-traitance. Si je reparle encore un petit peu là de sous-traitance, c'est parce que dans les marchés publics, notamment de travaux, on parle assez souvent de sous-traitance et trop peu de co-traitance, d'où l'intérêt aussi de cette intervention-là, enfin de la vôtre et de la mienne peut-être. Je ne peux pas parler évidemment au nom de tous les agents publics de France ni au nom de tous les élus, mais la sous-traitance a parfois mauvaise presse, dans le sens où la sous-traitance, lorsqu'elle n'est pas déclarée dès le départ, puisqu'il est encore possible de ne pas déclarer la sous-traitance dès le départ, eh bien parfois on apprend qu'il va y avoir des sous-traitants, et là c'est l'ancien élu ou l'ancien agent public qui parle là, et parfois on pourrait avoir de mauvaises surprises et se dire tiens, c'est qui, c'est quoi, et c'est parfois des choses qui arrivent. J'entendais même parfois qu'on dise oralement, alors évidemment ce n'est que de l'oral, ou qu'on conseille oralement aux entreprises de ne déclarer la sous-traitance qu'à l'attribution du marché pour pas que cela effraie ou pour pas que cela inquiète. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas une journée pour vendre la sous-traitance entre guillemets, c'est pour vendre la co-traitance, mais c'est les mauvais côtés qu'on peut voir de la sous-traitance. La co-traitance, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus affirmé. On part dès le départ, on part ensemble, c'est très clair, c'est très affiché. Et ça peut être vraiment valorisé. C'est difficile de valoriser la sous-traitance, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus facile de valoriser la co-traitance pour certaines raisons que je viens d'évoquer et d'autres que je vais évoquer maintenant. Et donc, je vais essayer d'être pratico-pratique pour notamment les TPE-PME, les petites entreprises qui nous écoutent ou qui nous voient. En analyse d'offres, les moyens humains et matériels et les chiffres d'affaires des co-traitants sont mieux, voire bien mieux valorisés que ceux des sous-traitants. C'est vrai que c'est plus de travail la co-traitance, notamment au départ, car pourquoi ? La sous-traitance, vu qu'il n'est pas obligatoire de la déclarer dès le départ, beaucoup d'entreprises qui sous-traitent disent c'est plus simple pour moi, je ne déclare pas la sous-traitance dès le départ, j'ai évidemment, c'est recommandé, une très bonne idée de à qui je vais sous-traiter pour combien ou autre, mais au cas où je n'aurais pas le marché, au cas où le sous-traitant ne m'aurait pas fourni tous les documents au départ, je ne déclare pas la sous-traitance, puisqu'à ce jour, la loi ne m'y oblige pas. C'est plus de travail la co-traitance, car la co-traitance, on doit la déclarer dès le départ. On doit l'afficher. Donc, c'est vrai que dès le départ, savoir se décider qui va faire quoi, pour combien, c'est plus de travail. Bien sûr, ça demande une préparation en amont qui est plus importante.
Et du coup aussi, cette amont, cette préparation peut être contractualisée par cette convention de groupement dont je vous parlais. Mais les avantages après, c'est que les risques et les responsabilités sont moindres que par rapport à de la sous-traitance. C'est également moins de risques quelque part pour le client public et la maîtrise d'œuvre au final, car il sait d'entrée à qui il va avoir affaire. Il sait d'entrée, il a les éléments, les informations sur les moyens, les références, les attestations ou autres, alors que par rapport à la sous-traitance, si elle n'est pas déclarée dès le départ, il ne le sait pas. Et encore une fois, les personnes du bureau des marchés et les élus qui sont là pourront rebondir là-dessus et confirmer ou infirmer. Je ne prétends pas du tout détenir la science infuse là-dessus. La co-traitance permet de mieux regrouper des compétences. Encore une fois, à partir du moment où tout le monde est affiché, tout le monde est identifié, vous serez mieux connu, mieux valorisé. On peut mieux valoriser les qualifications, les moyens d'une entreprise à partir du moment où elle est co-traitante qu'à partir du moment où elle est sous-traitante. La co-traitance permet également de mieux mutualiser des frais fixes qui seraient liés à un chantier ou à d'autres prestations annexes. Car encore une fois, à travers une convention, ces frais peuvent être mutualisés, peuvent être répartis, alors que vis-à-vis de la sous-traitance, ce sont des choses qui sont, hélas, trop souvent imposées. Elle permet également, concrètement, pour les co-traitants, d'avoir un accès direct au maître d'œuvre, direct à la maîtrise d'ouvrage. Encore une fois, trop souvent, les sous-traitants se plaignent de ne pas avoir les contacts avec le maître d'œuvre. Quand je parle de maître d'œuvre, pardon, pour celles et ceux qui ne maîtriseraient pas, pour faire simple, les architectes, les bureaux d'études, les géomètres experts qui font la maîtrise d'œuvre, c'est un terme lié aux travaux, hein, c'est-à-dire qu'ils vont gérer le chantier pour le maître d'ouvrage. Maîtrise d'œuvre est un terme lié aux travaux, on ne trouve pas ce terme-là en fourniture ou en service. Donc, encore une fois, un co-traitant est beaucoup mieux identifié, beaucoup mieux connu, sa notoriété, voire sa célébrité est beaucoup plus forte avec la co-traitance puisqu'il apparaît clairement, il a les contacts directs, il a l'accès, il peut avoir l'accès directement au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre, alors que le sous-traitant, c'est beaucoup moins le cas. La co-traitance permet également d'être plus gestionnaire, beaucoup plus gestionnaire de ses propres prix et actions, dans le sens, puisqu'on est partie prenante du marché, on a une gestion, une anticipation, une autonomie vis-à-vis de nos prix et de nos actions beaucoup plus forte que si on était sous-traitant. Alors, on pourrait dire, encore une fois, beaucoup plus de choses vis-à-vis de la co-traitance et de ses avantages et inconvénients. Mais je crois que mon temps de parole étant plus ou moins timé, je vais vous remercier pour votre écoute et donner la parole, du coup céder la parole, enfin c'est pas à moi à la céder, hein, mais redonner la parole aux personnes du bureau de marché, aux animatrices, pour qu'elles fassent intervenir, je crois, une ou des entreprises derrière moi, ou du moins 2 personnes derrière moi qui vont apporter leur propre témoignage à cette intervention. Merci, Monsieur Guillamet, sur cette clarification importante, certes technique, mais importante entre la sous-traitance, la co-traitance, et puis ces petites subtilités justement inhérentes à ces marchés. Sachez qu'on est dans les temps, on ne va pas faire trop long, simplement 2 témoignages, et ensuite on va faire des échanges avec vous, mesdames et messieurs, des chefs d'entreprise que je ne vois pas, et donc c'est pas facile pour moi, sachez-le. Je suis pas très habitué à ces visios, et donc on va donner la parole à bon, évidemment, le premier intervenant sur les travaux publics, et ensuite sur tout ce qui est une entreprise de la Fédération du bâtiment. Alors peut-être que Aline, je vais vous redonner la parole avant de distribuer, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Allez-y. Merci Monsieur Foulon, merci Monsieur Guillamet pour cette intervention. Effectivement, il nous a semblé important d'illustrer ces propos par des entreprises qui vivent au quotidien ou qui ont vécu déjà des expériences sur la co-traitance. Donc je vais bien évidemment et de suite laisser la parole peut-être à Monsieur Romain Lorgeron, dans un premier temps de l'entreprise Colas, qui appartient également au réseau FNTP, et puis dans un deuxième temps, je laisserai la parole à l'entreprise Maténodon, Monsieur Christian Nodon, une entreprise du réseau FNTP.
À vous, monsieur Lorgeron. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc Romain Lorgeron. Je représente, comme disait monsieur Guillaumet, un des majors des travaux publics donc, dans le département. Donc, coutumier du fait sur le genre de ce genre de mécanisme. Néanmoins, je ne suis pas aussi expert que monsieur Guillaumet, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Je voulais juste témoigner sur les avantages que je vois aujourd'hui à faire ce genre de groupement et de mécanismes juridiques. Pour moi, les principaux avantages du groupement, c'est de mettre en commun des moyens donc, matériels et humains, des capacités financières, ainsi qu'un savoir-faire entre plusieurs entreprises, afin de satisfaire des exigences contractuelles lorsque vous répondez donc, à un appel d'offres. Aujourd'hui, si je dois prendre un exemple concret qui me touche particulièrement, je prends un maître d'ouvrage qui décide de réaliser donc, un ouvrage, donc ça peut être le département, ça peut être l'État, ça peut être une collectivité locale, qui décide de faire un pont ou une route. Aujourd'hui, donc, la réalisation de cet ouvrage va nécessiter donc, forcément de mettre en œuvre donc, beaucoup de moyens et beaucoup de compétences diverses. Alors, si je prends l'exemple du pont, vous aurez besoin donc, de terrassement, d'assainissement, de génie civil et à terme d'industrie routière. Aujourd'hui, donc, sur le territoire, très peu d'entreprises ont les capacités de pouvoir mettre autant de compétences en même temps pour répondre à ce genre de marché. Et si tant est que les marchés ne soient pas lotis, beaucoup d'entreprises ne pourront tout simplement pas candidater à ce genre de marché. Donc aujourd'hui, donc, le groupement, clairement, c'est une opportunité pour les petites et les moyennes entreprises de pouvoir donc, répondre et avoir une chance d'avoir donc, cette affaire. Aujourd'hui, donc, concrètement, comment ça se passe quand vous faites un groupement? Donc, le maître d'ouvrage décide de lancer donc, un appel d'offres, donc une publication sur une plateforme immatérialisée. Les entreprises concernées donc, décident de répondre ensemble. Préalablement, donc, du coup, les entreprises doivent établir, comme disait M. Guillaumet, donc, une convention, ça s'appelle une convention préalable, une pré-convention, qui va régir donc, certaines dispositions, à savoir donc, l'exclusivité du groupement, c'est-à-dire que les entreprises qui constituent le groupement ne pourront pas donc, aller donc, consulter d'autres groupements. Ensuite, vous aurez la répartition des prestations, c'est-à-dire savoir qui fait quoi au sein du groupement, les modalités économiques et les types de versements, avec la création d'un compte joint pour l'ensemble des co-traitants qui sécurise les paiements pour les prestataires. Et enfin, la désignation donc, du mandataire, comme disait M. Guillaumet. Alors, quel est le rôle du mandataire? Alors, j'en parle parce que du coup, c'est souvent donc, le major qui porte le marché, qui est mandataire. Donc, le rôle du major et le rôle du mandataire, c'est de faire l'interface entre le maître d'ouvrage et les membres du groupement. C'est également lui qui va faire donc, gérer la partie technique administrative avec le maître d'ouvrage. C'est lui qui va collecter l'ensemble des offres aussi du groupement. C'est lui qui va restituer l'offre globale au maître d'ouvrage public. Et s'il y a une finalisation donc, du marché, donc c'est lui qui la fera donc, avec le maître d'ouvrage. Pour moi aussi, il y a des avantages à créer donc, des groupements d'entreprises pour le maître d'ouvrage, car ça lui permet aujourd'hui d'avoir des critères donc, économiques plus compétitifs. Et ensuite, ça lui permet également de créer donc, de l'emploi local, parce que vous permettez aux petites et moyennes entreprises de répondre tout simplement à un marché avec un chantier ou une affaire qui se situe dans sa zone d'achat en ligne. Voilà globalement donc, les avantages qu'on retire de ce genre de groupement. Merci, Monsieur Lorgeron, pour cette intervention très, très intéressante. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Naudon, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Christian Naudon. Je suis gérant de la société Naudon Maté et en même temps l'entreprise Cause Agencement. Donc, on a deux entreprises. Donc, nous, en tant que, pour expliquer ce qu'est le conjoint, répondant au conjoint solidaire, ou pas solidaire, en co-traitance, il y a deux cas. Il y a soit les complémentaires, ce qui est souvent notre cas, parce que dans notre lot en menuiserie, on a effectivement des lots menuiserie, mais on a des lots qui viennent serrurerie, des lots peinture, des lots, je sais pas, démolition aussi quelquefois, et même quelques lots maçonnerie. Donc on ne peut pas être bon et qualifié dans tous les lots. Donc ça nous permet de répondre à l'ensemble des lots, avec toutes les prestations qui sont demandées par les cahiers des charges. Alors, je dirais qu'elle est plutôt complémentaire, donc c'est une co-traitance complémentaire dans ce cas-là, mais elle peut être également partagée, ça c'est souvent l'important, c'est ce que n'a pas évoqué mon collègue à côté. C'est dès lors où l'importance du chantier, comme vous faisiez référence tout à l'heure au menuisier,
2 ou 3 personnes pour prendre un chantier de 15 personnes. Donc il fait appel à plusieurs entreprises. Dans ce cas-là, quand elle est partagée, il faut bien définir son cas, sa zone, qui fait quoi, et que déjà il faut avoir une bonne entente avec son co-traitant, et surtout bien définir au départ sur son devis, de manière à ce que, je sais pas, il y en a un qui fait le premier étage, l'autre qui fait le 2e étage, et l'autre au 3e étage. Ça, je pense que c'est une organisation qu'il faut faire au départ, et surtout pas l'oublier. Parce qu'après, il y a toujours des discussions qui sont plus ou moins, comme vous le rappeliez tout à l'heure, l'avantage de la co-traitance, c'est de la faire bien avec les actes de l'engagement pour répondre à l'appel d'offres. Il faut avoir ensuite des discussions en disant c'est pas moi, c'est moi, et tout. Et je pense que les artisans, là-dessus, il faut bien les briefer à ce sujet-là. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des chantiers un peu plus longs, oui, c'est sûr. Des chantiers avec plus de des skills coordonnés aussi. Et puis ça permet aussi d'avoir un contact, comme on l'a rappelé tout à l'heure, avec le maître d'ouvrage qu'on n'a pas forcément quand on est sous-traitant. Et puis, comme on est en paiement direct, c'est plutôt rassurant au niveau du paiement des factures. Voilà ce que je pourrais dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient le faire. D'abord, ça leur permet de développer une technicité qu'ils n'ont pas au départ. Parce qu'il y a des ouvrages qui permettent de prendre des chantiers plus importants. Donc, ça nécessite une technicité qu'on n'a pas l'habitude de faire au départ. Donc, ça, c'est très important aussi pour le développement de l'entreprise, pour l'enrichissement aussi personnel des techniques. Et puis, on travaille aussi avec, dans des marchés où il y a un contrôle, un service de sécurité et tout, chose que certains artisans n'ont pas l'habitude de voir. C'est un encadrement qui peut être que enrichissant. Merci Christian. Merci pour ce témoignage ainsi que Romain pour ce témoignage divers dans des domaines d'action différents mais nécessaires pour venir confirmer ce que dit M. Pouyanné sur sous-traitance, co-traitance, caution solidaire, etc., etc. On continue. Nous allons passer aux questions. Isabelle, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous lire une nouvelle question? Un co-traitant peut-il sous-traiter? Alors, Monsieur Guillemé, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Il peut sous-traiter. Il peut sous-traiter. La loi dit en fait qu'il faut qu'il en avertisse au préalable le mandataire. Le mandataire doit être au courant que son sous-traitant que son co-traitant va sous-traiter, mais un co-traitant peut sous-traiter, bien sûr. Vanessa Isabelle, est-ce que vous avez une autre question, s'il vous plaît? Merci, Monsieur Guillemé. La signature d'une convention de groupement entre co-traitants est-elle obligatoire? Alors, Monsieur Guillemé, je vous laisse à nouveau la parole, s'il vous plaît. En fait, alors bon, il y a une petite ambiguïté là-dessus, ambiguïté. Les marchés publics, les documents des marchés publics indiquent que cette convention de groupement peut être exigée ou sera exigée, par exemple, en marché de la défense et la sécurité. Il faut voir après ce qu'on entend par convention de groupement. Parfois, ça peut être un document relativement simple de 2 pages qui va lister de manière assez précise ce qu'il y a à faire. Quand on construit une autoroute pendant 5 ans, la convention de groupement, elle va faire 450 pages. Donc, je dirais que c'est un document qui doit être obligatoire, mais selon la nature du groupement et la teneur, il peut être plus ou moins complexe et complet. Alors, j'ai une autre question. C'est moi qui vais vous la lire pour changer. Suite à votre intervention, quelle est la différence entre la co-traitance et la sous-traitance déclarée sur la valorisation des moyens? Alors, pardon, qui répond Alors, je vais vous laisser la parole. C'est vous, M. Pouyanné, c'est la question un peu attrape-tout, là. Allez-y. Alors, je vais essayer de donner une réponse. Si vous voulez, là, il y a, à ma connaissance, je parlerai sur... Il n'y a pas de règle, le Code de la commande publique, voire même le CCAG travaux, pas non plus de jurisprudence là-dessus. On va plutôt avoir des us et coutumes.
quand j'intervenais ou quand je fais du conseil, je dirais que la co-traitance, j'ai 100 000 euros de chiffre d'affaires, l'autre co-traitant a 100 000 euros, on les prend ensemble, ça fait 200 000 euros. J'avais tendance à dire qu'un co-traitant, une entreprise à 100 000 euros, elle travaille avec un sous-traitant qui a 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pour moi, 100 000 et 100 000, ça fera 150 000. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sous-traitant ne met pas tous ses moyens, parce qu'il ne peut pas mettre tous ses moyens dans du marché, je ne dis pas qu'on divisera par deux les moyens, le chiffre d'affaires d'un sous-traitant, mais on divisera. On divisera. De combien, aucune règle ne le dit. Et là, mais donc quand je dis la valorisation, je dirais elle est à 100% pour le chiffre d'affaires et les moyens matériels pour un co-traitant. Un sous-traitant, elle sera diluée. Diluée de combien? La loi ne l'a jamais dit, la loi ne l'impose pas. Mais voilà, donc la valorisation, elle est bien plus forte pour la co-traitance. Je dirais elle est à 100% pour la co-traitance. Alors j'ai une dernière question qui sera peut-être pas forcément des plus simples. Jusqu'à combien d'euros de sous-traitance avons-nous le droit? Jusqu'à combien d'euros de sous-traitance? De rang. De rang de sous-traitance? Oui. Ben, j'ai géré un marché d'autoroute pour la région. On avait 24 rangs. Tenez-vous bien, on avait 24 rangs. Dans une autre vie, j'ai travaillé sur le mémoire technique pour la nouvelle route du littoral, qui était le plus grand marché français. Il y avait 14 rangs de sous-traitance. Donc, la sous-traitance, à partir du moment où elle est connue et agréée, puisque une fois Aline le dira, ou les élus le diront, un sous-traitant en marché public, en marché privé aussi d'ailleurs, doit être déclaré et agréé. Donc, à partir du moment où elle est évidemment déclarée, ce qui est la loi, et qu'elle est agréée, et que elle paraît raisonnable en termes de réalisation. Si par contre, là on parlait bien de la sous-traitance, on est d'accord? Oui, tout à fait. Oui. On parlait bien de la sous-traitance, ce qui n'est pas tout à fait le sujet là, mais on parlait bien de la sous-traitance. Si cette sous-traitance, avec ses différents rangs, a une raison technique, parce qu'encore une fois, j'ai pris un marché, je ne suis pas compétent sur telle chose, je l'ai sous-traité, je ne l'ai pas co-traité, mais je l'ai sous-traité, ça va. Si la sous-traitance est diluée, parce qu'on a chiffré très bas et que du coup on essaie de trouver un sous-traitant qui va accepter de prendre à ce prix très bas, qui derrière encore retrouve, là je dirais il faut très vite mettre le haut là. Si elle est justifiée par des raisons techniques, à ma connaissance, il n'y a pas de rang, c'est-à-dire on ne doit pas s'arrêter au rang 7, au rang 12 ou au rang 28. Merci Monsieur Guillamet pour cette réponse. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là le temps d'échange et de questions-réponses pour poursuivre effectivement la présentation. Merci messieurs pour vos témoignages. Merci Monsieur Guillamet pour votre intervention. Merci. Écoutez, on va continuer sur la présentation. C'est désormais Angélique qui va prendre la parole et vous présenter l'annuaire des entreprises intéressées en dessous des marchés pour les petits marchés. Bonjour, merci à tous. Alors, des précédentes rencontres entreprises les précédentes rencontres entreprises ont fait émerger un besoin commun aux départements et aux entreprises, celui de se rencontrer pour les marchés d'une valeur inférieure à 40 000 euros, qui sont des marchés en procédure adaptée, ou qu'on appelle aussi en de gré à gré parfois dans le langage courant. En effet, les entreprises qui sont souvent des plus petites entreprises intéressées par ces marchés ne sont pas nécessairement à même de se faire connaître de la collectivité, et puis en retour, la collectivité ne connaît pas forcément toutes les entreprises sur son territoire qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce type de marché. Donc, le conseil départemental de la Creuse a mis en place un annuaire d'entreprises pour les entreprises intéressées par les marchés de moins de 40 000 euros. Alors, cet annuaire, en fait, c'est un annuaire pour les services du département et il est complété par un ensemble d'entreprises volontaires. Donc, tout l'enjeu est pour les entreprises volontaires de se faire connaître.
Pour ce faire, rien de plus simple, c'est une démarche particulièrement simple et rapide, puisque vous vous connectez sur le site creuse.fr. Dans la rubrique marché public, il y a un bouton « Inscrivez-vous ». Un formulaire va apparaître et l'on vous demande des données très simples. Le nom de l'entreprise et de son responsable, les coordonnées, adresse, mail et téléphonique, et puis évidemment votre domaine d'activité. Je précise qu'il y a un champ libre qui vous permet de préciser exactement quels sont vos métiers, parce que parfois vos entreprises peuvent avoir des métiers diversifiés et qui ne sont pas naturellement, je dirais, associés. Donc je vous invite chaudement, fortement à vous inscrire. Cela va venir alimenter le fameux annuaire qui sera à la disposition de l'ensemble des directions du département de la Creuse. Et lorsqu'elles ont un besoin, elles pourront vous trouver grâce à un ensemble de mots-clés issus de ce que vous aurez complété dans le formulaire. Donc vraiment, n'hésitez pas, s'inscrire, si ça vous intéresse, c'est le temps de quelques secondes, quelques courtes minutes, mais cela peut vous permettre d'accéder à des marchés de faible montant. Je vous remercie. Aline, je vous rends la parole. Merci Angélique pour cette présentation. Je vais passer maintenant au troisième point de cette rencontre qui concerne les guides marché public pour vous accompagner, chefs d'entreprise, dans la réponse au marché public. Alors, effectivement, sachez que le département a travaillé et travaille toujours sur un outillage complémentaire pour vous aider à répondre aux marchés publics et mieux cerner l'environnement administratif et juridique des marchés publics, notamment pour les entreprises qui ne connaissent pas les marchés publics ou qui les connaissent de manière plus éloignée. Un chiffre, 60% des marchés publics sont inférieurs à 15 000 € hors taxe, ce qui illustre les perspectives possibles en la matière et démontre que travailler pour le département peut représenter une véritable opportunité de développer votre carnet de commandes. Effectivement, travailler pour une collectivité telle que le département nécessite par avance de comprendre quelles sont les règles. C'est effectivement dans cette optique que le département a créé des petits guides au service des entreprises pour essayer de faciliter un petit peu l'accès au marché public. Donc une collection de 6 guides pour décoder, comprendre et répondre au marché public. Alors voilà, ces guides sont aujourd'hui en cours de conception. Ils seront disponibles en janvier 2021. 2 formats seront alors mis en place. Un format numérique sur lesquels vous pourrez tout à fait les retrouver sur creuse.fr, rubrique marché public. Et nous mettrons à disposition également un format papier à demander auprès du département ou auprès de nos partenaires qui relayeront ces guides papier, que sont nos chambres consulaires ou encore les syndicats et fédérations professionnelles. Voilà, j'espère que ces guides pourront permettre de vous accompagner au quotidien, de répondre à certaines questions. Voilà, tout ça pour essayer en tous les cas de faciliter, démystifier l'accès au marché public. Je vais laisser désormais la parole à Angélique pour la partie programmation des marchés publics. Elle va vous présenter effectivement la programmation pour le premier trimestre 2021, premier semestre même 2021. À vous Angélique. Merci. Comme tous les ans, on ne dérogera pas à la tradition de la programmation car je sais que c'est un sujet qui est particulièrement attendu des entreprises. L'idée, c'est de vous permettre de visualiser ce que le département projette d'acheter afin de vous permettre d'anticiper et de vous positionner sur les marchés qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, la totalité de la programmation sera mise en ligne sur le site internet creuse.fr dans les jours à venir. Donc, n'hésitez pas à consulter ce document. Vous y trouverez l'ensemble des marchés que l'on envisage de lancer au premier semestre 2021. Évidemment, c'est prévisionnel, donc il peut y avoir des ajouts ou des retraits en fonction du besoin des services et du fonctionnement de la collectivité.
Je souhaitais revenir cette année sur un petit zoom sur un certain nombre de marchés, car comme l'a très bien dit M. Foulon dans son discours introductif, les marchés publics, ce n'est pas que des travaux, il y a aussi des fournitures et des services, et ils sont en nombre également représentés au sein de la collectivité. Donc, par exemple, sont prévus à venir évidemment des marchés de fournitures. Et on peut voir que sur ces marchés-là aussi, il y a un ensemble de panels de prix, puisque est prévu le marché d'acquisition de documents. C'est la bibliothèque départementale de prêt qui acquiert les documents qu'elle dispatche ensuite dans l'ensemble de la collectivité. Ce sont des livres, des DVD, des disques de musique. Et bien, ce marché qui va être lancé pour une durée de 4 ans, a priori, est estimé entre 100 000 et 200 000 euros. De la même façon, toujours dans les fournitures, le département va acquérir une chambre froide pour le laboratoire départemental. Et là, cette fois-ci, la fourchette de prix est entre 10 000 et 25 000 euros. Il y a bien évidemment des travaux qui sont prévus. Là encore, je ne saurais que vous encourager à vous essayer à la co-traitance sur ce sujet. Nous aurons par exemple la création d'une chaufferie au collège de Crau. Cette fois-ci, l'enjeu financier est entre 100 000 et 200 000 euros et nous sommes actuellement à la recherche de plusieurs solutions techniques. Donc soyez à l'œil sur ce sujet-là. Il y a aussi de prévu la réfection de l'atelier technologique du collège Martin Nadeau. La fourchette de prix est la même que précédemment, c'est-à-dire entre 100 000 et 200 000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 lots dont la moyenne est inférieure à 50 000 euros. Donc cela veut dire que des entreprises de taille moyenne peuvent tout à fait, voire petites, peuvent tout à fait se positionner sur ce projet. Parmi les 5 lots, pour les 5 lots, je peux vous citer la maçonnerie, le flocage, le doublage, la cloison, peinture, revêtement de sol, électricité, chauffage, plomberie, ventilation et sanitaire. Autre projet, l'accessibilité du collège de Boussac, qui, tout comme d'ailleurs la réfection de l'atelier technologique de Martin Nadeau, devrait être lancée dans le mois qui vient. L'accessibilité de Boussac, qui en fait est composée de 7 lots d'un montant moyen inférieur à 15 000 euros. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître sur ce type de projet-là. Enfin, nous aurons un projet au collège de Dain-de-Palestel pour l'amélioration énergétique et à nouveau l'accessibilité, puisque c'est un gros sujet actuellement pour le département, avec cette fois-ci 9 lots et donc derrière, bien évidemment, au moins 9 corps de métier qui sont appelés à répondre. Alors, je vous ai cité les fournitures, je vous ai cité les travaux, mais il y a aussi évidemment les services. Puisque le département envisage notamment de lancer des marchés de conception et d'impression pour des livres et une exposition sur le thème des monuments aux morts. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce marché se prête précisément à la co-traitance. Donc la co-traitance, on l'a entendu, concerne évidemment le secteur des travaux, mais pas uniquement. Elle peut aussi concerner celui du service. Et donc, on vous invite aussi à ouvrir cette porte. Ce qui est important de voir, c'est que dans la programmation que vous allez pouvoir consulter sur Internet, vous allez trouver un panel de montants prévisionnels qui est très large. On va de quelques milliers d'euros à plus d'1 million. Donc vraiment, il y en a pas seulement pour des majors, il y en a aussi pour des très petites et des moyennes entreprises. Et à l'heure actuelle, je le rappelle, les marchés publics, c'est la certitude d'être payé, si tant est bien évidemment qu'on réalise bien, qu'on exécute bien son marché, mais c'est la certitude d'être payé dans des délais qui sont plus que raisonnables, puisqu'actuellement, le délai moyen de paiement au conseil départemental de la Creuse est de moins de 10 jours. Donc, je vous invite à vous lancer dans l'aventure. Donc, pour les plus petits marchés, je vous le rappelle, je fais la pub pour mon dispositif, vous pouvez vous inscrire sur creuse.fr. Merci Angélique. Merci Angélique pour cette intervention. On va passer maintenant à une nouvelle phase de questions-réponses avec vous, donc en direct. Je me tourne vers Angélique, vers Isabelle et Vanessa. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Alors, il y a une première question. Pourquoi vous ne mettez pas en œuvre le seuil de 70 000 euros pour vos marchés, ce qui éviterait les appels d'offres auxquels les petites entreprises ne peuvent pas répondre? Alors, je vais répondre. Je vais répondre à cette question.
Alors, effectivement, le seuil de 70 000 € hors taxe est un seuil ponctuel qui a été mis en œuvre par un décret suite à cette crise sanitaire que nous traversons. Ce seuil, il est possible et applicable jusqu'en juillet 2021. Sachez que le département met en œuvre ce seuil, notamment précisément sur les marchés de travaux, puisque ce seuil s'applique uniquement pour les marchés de travaux. Le département applique ce seuil, mais n'oublions pas qu'arrivé à ce seuil de 70 000 €, on reste quand même sur des volumes financiers qui sont conséquents, et le département doit aussi s'assurer, sachons-le aussi, d'avoir des offres de prix qui sont intéressantes. Donc bien évidemment, au cas par cas, ce seuil est autorisé et appliqué au niveau du département dans les services, et dans d'autres cas, eh bien effectivement, il y a une vraie mise en concurrence qui est faite. Tout dépend du type de marché, de la sensibilité du marché, de l'objet précis du marché de travaux en l'espèce. Est-ce que nous avons une autre question, mesdames? Une autre question. Est-ce que je peux envoyer ma facture papier au département? Est-ce que je vous laisse répondre, Angélique, sur cette partie-là? Pas de souci. Non, depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont l'obligation de transmettre leurs factures via Chorus Pro, qui est un logiciel de dépôt de factures en ligne. Alors, l'avantage, c'est que ce logiciel est commun à toutes les entreprises et à toutes les personnes publiques, quelles qu'elles soient. Qu'elle soit une collectivité territoriale comme le département ou qu'elle soit l'État. Cette plateforme fonctionne plutôt bien, elle vous permet de suivre l'évolution de vos factures, elle vous permet de les envoyer sans frais de port, sans délai d'envoi, puisque la réception est instantanée. Je ne pourrais que vous faire un conseil très fort, c'est lorsque vous transmettez votre facture au conseil départemental de la Creuse, il faut saisir son SIRET et dans nos bons de commande, il y a un code service que je vous invite à remplir aussi, parce qu'en fait, c'est un complément d'adresse qui permet ensuite au service de se voir adresser directement la facture et non pas qu'elle se perde et qu'elle doive être redispatchée en interne, ce qui allonge nécessairement le délai de paiement. Ou alors, elle peut vous être rejetée parce que le service qui la reçoit ne sait pas à qui en fait réellement elle est adressée et donc il vous la rejette. Donc en fait, on perd du temps dans le paiement de la facture. Donc je vous invite vraiment à être vigilant sur cet aspect. Merci Angélique. Une dernière question? Une dernière question, oui. Alors, comment être informé des marchés publics passés par le département en temps et en heure? Alors, peut-être qu'on va parler à deux voix avec Angélique sur la réponse à apporter. Tout dépend du montant du marché en réalité. Si effectivement le marché est d'un faible montant, le département va avoir besoin de solliciter directement une entreprise. Pour ce faire, Angélique vous en a parlé tout à l'heure et vous en a fait l'article, ce qu'on vous conseille au niveau des services départementaux, c'est de vous inscrire sur le vivier d'entreprise, ce qui vous permettra et ce qui permettra surtout au département de vous solliciter directement, ou en tout cas, vous êtes référencé. Je ne dis pas que toutes les entreprises qui sont inscrites dans le vivier d'entreprise sont sollicitées, mais en tous les cas, c'est une démarche, à mon sens, qui vous permet d'avoir une chance supplémentaire d'accéder au marché public. Et le deuxième point qu'on pourrait vous conseiller aussi, lorsque nous sommes sur des marchés de montants plus élevés, eh bien, le département fait une mise en concurrence. Alors, pour cette mise en concurrence, nous avons effectivement l'obligation de faire une publicité sur différents supports. La montagne, par exemple, est un des supports sur lesquels nous avons une obligation légale de publier, puisque c'est un journal d'annonce légal. Donc, vous allez pouvoir retrouver effectivement les publicités dans ce journal, mais encore une fois, faut-il encore lire le journal tous les jours? Donc le mieux, je vous conseille fortement de vous inscrire sur la plateforme marché public du département que vous retrouvez en lien sur creuse.fr. Cette plateforme, vous allez pouvoir créer votre compte, vous créer des alertes dans le domaine d'activité qui est le vôtre. Et grâce à cela, vous recevrez des alertes dans votre boîte mail dès que le département publiera un marché.
Voilà un petit peu les conseils que je peux apporter. Est-ce que vous voulez... Alors, je ne ferai que corroborer ce que vous venez de dire. Comme je vous invite aussi, donc, non seulement à vous inscrire sur le vivier, ça vous avez compris, c'est mon leitmotiv, mais surtout à vous inscrire sur la plateforme marché public et à vous créer des alertes. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure dans la partie programmation, eh bien, il y a des marchés dont le montant global est énorme, mais si on regarde bien les lots, leur montant vous permet d'y accéder, ils sont accessibles. Donc vraiment, ne partez pas avec un a priori sur un marché en appel d'offres, par exemple, parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir des lots auxquels vous êtes susceptible de répondre et qui peuvent être intéressants pour vous, que ce soit économiquement, techniquement ou géographiquement. Donc vraiment, je pense que les deux solutions se complètent et utilisez l'ensemble des outils que le département met à votre disposition. Merci Angélique. Écoutez, je pense qu'on va clôturer ce temps de questions-réponses. Pour terminer sur la dernière partie de cette présentation qui est consacrée à la nouvelle plateforme du département Job 23. Donc là, on va vous diffuser un petit film. Peut-être qu'Angélique, on introduit un petit peu ce que c'est. Oui, alors Job 23, c'est une plateforme qui est destinée à la fois aux entreprises et à la fois aux personnes en situation de recherche d'emploi ou d'insertion. Ces personnes dans le monde de l'emploi, l'idée c'est là encore, comme pour le vie d'entreprise, un lieu de rencontre. Donc pourquoi on vous le diffuse aujourd'hui? Eh bien parce que c'est pour vous faire connaître ce dispositif qui vous permet à vous, entreprise, de déposer vos offres d'emploi. Donc je vous laisse découvrir dans le détail le contenu de ce projet dans le film. Pour favoriser la recherche d'emploi ou le retour à l'emploi des chercheurs d'emploi ou allocataires du RSA, le département de la Creuse innove en créant le site Job 23. Job 23, c'est une plateforme en ligne qui connecte les allocataires RSA et les chercheurs d'emploi avec les entreprises qui recrutent. Job 23, c'est simple. Grâce à son système de géolocalisation, il met en relation le profil métier le plus adapté au métier le plus proche. Comment ça marche ? Le recruteur publie son offre sur la plateforme et sélectionne ses critères. Job 23 lui propose automatiquement les profils les plus pertinents. De son côté, le candidat remplit son CV en ligne et Job 23 lui propose les offres les plus adaptées à ses critères. Si ça match, Job 23 les met en relation. Chaque jour, des centaines d'offres en ligne et des recrutements dans tout le département. Job 23, c'est le site de l'emploi pour tous. Alors n'attendez plus, rendez-vous sur job23.fr. Merci merci Angélique pour la diffusion de ce film. Écoutez, je vais laisser la parole peut-être à Monsieur Foulon s'il veut dire le mot de la fin, puisque nous arrivons sur la fin de cette présentation. Merci Angélique ainsi que Aline et puis Isabelle et Vanessa pour ce temps d'échange de questions-réponses. Alors avant tout, je voulais m'excuser parce que j'ai des amis dans la salle et j'ai quelques retours qui font que la qualité d'audition n'est pas des meilleures, donc elle s'est améliorée sur la fin. Donc excusez-nous encore pour ces temps un peu compliqués. Je veux dire, en termes de visio, c'est pas ma tasse de thé, vous l'aurez très bien compris, mais on fait avec les moyens du bord. On a dû s'adapter et c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Et puis moi, vraiment, ce qui me dérange, c'est le manque de convivialité, parce que la difficulté, c'est quand on est dans une salle, on voit les gens, on peut échanger, poser des questions, et surtout quand les questions, des fois les réponses sont pas à la hauteur des questions, et ben ça relance. Et là, c'est pas le cas, donc je m'excuse vraiment pour celles et ceux, mesdames, dans vos différents domaines d'activité, qui aujourd'hui, on ne peut pas faire d'interactivité, je veux dire, par rapport à ces questions-réponses, vraiment, j'en suis désolé. Donc, oui, l'année prochaine, ça ira mieux, on l'espère, et enfin, on sera sorti de cette crise de Covid, parce que c'est vraiment quelque part très compliqué, et je ne vais pas m'étendre plus. Simplement, sur la conclusion, je crois que ce qui a été dit est important, et j'espère, c'est toujours l'objet de ces moments d'échange, c'est de pouvoir un petit peu démystifier, je crois que c'était dit dans la salle, mais également d'appréhender au mieux pour vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise qui souhaitez
répondre à des appels d'offres, de manière à ce que vous vous rendez compte que finalement, comme vient de le dire Angélique, oui, c'est un gros marché vu de l'extérieur, mais quand on rentre dans le détail, il y a moyen d'y répondre parce qu'il y a ce qu'on appelle des lots. Et les lots vous permettent à vous de pouvoir y répondre. Alors c'est vrai qu'on ne peut plus envoyer son papier, hein, ça a été dit dans une réponse, mais ce n'est pas tellement de notre fait. Hein. Aujourd'hui, il faut passer par des plateformes pour le faire. Ça fait partie de l'évolution. Simplement, vous l'avez vu au travers des questions-réponses, mais également de l'intervention de notre consultant extérieur. Vous voyez bien que dans ces 3 domaines que sont les travaux, les fournitures et les services, excusez-moi l'expression, je dirais qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Il y en a dans le domaine des travaux, et on a eu un major départemental et national qui est intervenu, M. Lorgeron, justement, sur la mécanique, je veux dire, d'attribution, et on a même été très loin. Il y a même une question sur jusqu'à combien de sous-traitants on peut aller. Alors, vous avez vu, notre intervenant a dit 24 sur un gros marché sur la région, je veux dire, Aquitaine. Donc, ça veut dire qu'on est effectivement sur le domaine des travaux à des montants assez impressionnants, où je dirais que ça n'a rien à voir avec changer 3 portes, je veux dire, sur le collège de Felletin. J'exagère, mais c'est un peu ça. Quoique dans le collège de Felletin, je ne sais pas si ça a été dit dans l'attribution, mais je sais que c'est un très très gros marché, oui, parce qu'on y est depuis un petit bout de temps. Entre changer toutes les fenêtres et puis refaire 2 portes à l'entrée, c'est pas tout à fait pareil. Dans les services, c'est pareil. Je veux dire, il y a des domaines d'intervention extrêmement larges, et vous le voyez bien que dans vos domaines de compétences respectifs, vous pouvez, et nous, c'est ce que nous souhaitons au travers de ces temps d'échange, que vous puissiez demain dire on va y répondre. On s'excuse un peu par rapport à la programmation du premier semestre 2021, elle est assez light. Oui. Et Angélique ne s'est pas trop aventurée en avançant un peu plus. Simplement, c'est pareil, on a perdu un peu de temps, n'est-ce pas, mon cher directeur général des services, dans tout ce temps de Covid. On a dû s'adapter, on a dû décaler nos CAO, et c'est vrai qu'il y a des marchés qui ont été un peu décalés dans le temps. Donc ça veut dire que pour 2021, c'est simplement une petite ébauche qui a été faite par Angélique. Elle n'est pas exhaustive, cette liste, bien au contraire. Il va y avoir des gros chantiers. Bon, sachez que d'autre part, nous sommes en période de débat d'orientation budgétaire. Le 18 décembre, donc le DOB sera discuté en plénière au département, et que le budget, donc, pour l'instant, n'est pas voté. Donc, dans ce temps-là, bien évidemment, on ne peut pas vous donner le détail de ce qu'on va budgéter pour 2021. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas de recul, n'est-ce pas, mon cher Philippe, il n'y aura pas de recul, je veux dire, dans les engagements budgétaires, bien au contraire, car nous avons encore beaucoup de choses à faire dans cette année 2021, rattraper aussi ce qui n'a pas pu être fait en 2020, donc ça va être un temps important pour 2021, justement de finaliser déjà 2020 et puis de se projeter sur 2021. Mais Dieu merci, et vous le savez, aujourd'hui, si nous pouvons continuer à déployer, je veux dire, des investissements et d'actionner la pompe à investissement, excusez-moi l'expression, dans la pompe à investissement, c'est aussi parce que le département a des finances restaurées aujourd'hui, des finances qui peuvent faire face, je veux dire, à ces engagements budgétaires, au-delà de faire face également au Covid, parce que nous avons dû également faire face au Covid avec des sommes assez conséquentes sur lesquelles nous avons répondu présent auprès de l'ensemble des Creusois, auprès des entreprises également. Et donc, ça veut dire que, vraiment, je crois que c'est important, au travers de cette heure et demie, c'est vrai que vous preniez conscience que le département est aujourd'hui une collectivité qui est à votre niveau, quel que soit, et je dirais que c'est le département qui se met à votre niveau et pas l'inverse. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de cette conférence. Et puis surtout, retenez également une chose, ça a été évoqué légèrement par Angélique sur le délai de paiement. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Pendant des années, ça a été galvaudé. C'est-à-dire que le délai de paiement, c'était, je veux dire, oh là là, il ne faut pas travailler avec les collectivités, d'une manière générale. Hein, on va parler... Je ne m'adresse pas uniquement au conseil départemental, je parle également des mairies, en disant, oh là, on est payé très très loin. C'est faux. Aujourd'hui, il y a un règlement, les marchés publics, je l'ai dit en préambule,
Il y a un code des marchés publics, il y a une réglementation aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est de payer à 30 jours. Ceci étant dit, pour le département de la Creuse, lié au fait que nous avons beaucoup de petits marchés avec des entreprises, je veux dire, qui sont quelquefois, je veux dire, qui ont besoin de cet argent pour continuer, je veux dire, à réinvestir. Aujourd'hui, le délai de paiement, et on l'a pour 2019, il m'a été encore passé, pour 2020, merci, c'est 2019, il est encore meilleur en 2020 qu'en 2019. Nous sommes aujourd'hui à moins de 10 jours. Donc l'an dernier, j'avais évoqué dans cette réunion, on était aux alentours de 10-11 jours. Aujourd'hui, on est passé en dessous de 10 jours. Donc ça, c'est un petit peu pour vous rassurer également, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, dans le sens où, en un mot, excusez-moi l'expression, il n'y a pas à courir après les sous, quelquefois, comme ça peut arriver, malheureusement, je veux dire, dans le privé, où on a des actions où il faut engager, je veux dire, des actions. Ce n'est pas le cas avec le département. Il y a des règles, nous respectons ces règles, elles sont ce qu'elles sont, mais pour le département de la Creuse, et c'est un leitmotiv absolu, je veux dire, de la part de la présidente et d'exécutif, c'est de faire en sorte que les délais de paiement soient respectés et qu'ils puissent continuer à être aux alentours de moins de 10 jours. Je crois que ça, c'est essentiel, je veux dire, pour vous tous, de manière à avoir une certaine sécurité par rapport au paiement. Dans ces temps difficiles où les trésoreries sont mises à mal, hein, les trésoreries, vos trésoreries, les trésoreries des entreprises qui sont mises à mal parce que je veux dire, il y a des aléas qui vous incombent et qui font que quelquefois, il faut suppléer à, je veux dire, un décalage de paiement de la part de l'État. Mais je dirais que la collectivité, le département, de ce point de vue-là, est vertueuse au niveau, je veux dire, du respect des délais de paiement. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire et ce que je souhaitais avec la présidente qui est partie entre-temps. Vraiment vous remercier d'abord de votre participation à cette conférence, un peu dans un format exceptionnel. Mais vraiment, merci pour vos questions également. J'espère que nous avons apporté des réponses, si tant est qu'il y avait encore des points à débattre et à diffuser. Donc vraiment merci encore pour ce moment d'échange. J'aurai pas l'occasion de le faire parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué au niveau du travail. Donc vraiment je vous souhaite à toutes et tous un bon mois de décembre, des bonnes fêtes de fin d'année et puis surtout protégez-vous, faites attention justement de manière à ce que nous combattions tous le Covid et de faire en sorte que courant 2021, ce soit une expérience qui soit derrière nous et que nous puissions affronter 2021 de la meilleure façon possible. Et à ce titre-là, avec beaucoup d'avance, je vous présente tous mes vœux pour 2021 et de faire en sorte que nous puissions travailler, je veux dire, dans la qualité pour 2021. Merci à toutes et tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci, M. Poulon. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.